Bonjour à tout le monde, je pense que nous sommes en direct. Salut France. Salut Euh, Thibaut. on est ravis de t'accueillir pour ce nouvel épisode de nos webinaires. On est ravis aujourd'hui puisque c'est le lancement de notre seconde saison de nos webinaires. La première saison, c'était sous la thématique quand le vivant inspire l'entreprise. On va inaugurer, j'en parlerai à la fin de ce webinaire, une nouvelle thématique pour l'année 2024-2025, qui est quand l'entreprise s'occupe du vivant. Et du coup, pour faire cette transition, on trouvait très intéressant de t'inviter, France, pour cet épisode un peu hors série qui inaugure cette nouvelle saison, pour parler de comment est-ce qu'on peut prendre en compte le vivant, la nature en entreprise. Donc, on va parler de tout ça pendant cette heure. Et donc, on est ravis de vous accueillir. Et donc, on va pouvoir attaquer. Je pense on va attaquer. Ça va faire venir les gens. Du coup, merci France. Euh, Oui, un- alors je précise que je suis pas chez moi, je n'habite pas dans un château, je voudrais pas laisser penser au public que je suis un intellectuel châtelain. Je suis invité à participer. J'ai l'honneur, devrais-je dire, d'intervenir à la CEC, donc à la Convention des entreprises pour le climat, Nouveaux Imaginaires, qui se tient aujourd'hui dans un château pas très loin de Grenoble. Donc normalement le Wi-Fi fonctionne bien et la lumière à peu près bien aussi s'il n'y a pas trop de nuages. Voilà. Merci pour cette précision et merci du coup d'avoir trouvé un créneau aussi pour nous dans cette dense journée qui t'attend. Quelques mots sur nous, peut-être avant de commencer. Nous, Rivage, donc pour celles et ceux qui ont l'habitude de venir, vous devez avoir l'habitude de ce moment et vous devez savoir ce qu'on fait. Mais nous, notre mission aujourd'hui, c'est d'embarquer, on embarque et on accompagne les entreprises dans leur transformation écologique avec une approche autour de la question du vivant. Toutes nos approches de sensibilisation et de conseil, on les fait avec cette approche de prise en compte du vivant, des écosystèmes, de la biodiversité. Voilà, ça, c'est un petit message sur ce qu'on fait. Un petit mot peut-être aussi sur un produit qu'on a lancé en milieu d'année 2024, qui est un atelier qui s'appelle l'atelier Suivez la piste du vivant. Je vous en parle aujourd'hui parce que demain, on anime une réunion d'information à midi. On vous enverra le lien d'inscription à la fin de ce webinaire si vous voulez y participer à cette réunion d'information. C'est un atelier qu'on a créé qui est sous le même format que les fresques, qui se déroule en 3 heures en intelligence collective à destination des collaborateurs, des collaboratrices et des entreprises, dans lesquelles du coup on invite les participants à comprendre les liens d'impact et de dépendance qui existent entre l'organisation et les écosystèmes pour qu'ils puissent se mettre en action dans leur métier et dans leur organisation pour inscrire leur entreprise et leur métier sur la voie de la préservation du vivant et voir aussi quelles opportunités ils peuvent en tirer pour faire évoluer leur entreprise. Donc voilà, je vous enverrai le lien à la fin de ce webinaire d'inscription, mais on anime une réunion d'information à ce sujet demain à midi. Passons, l'instant autopromo est terminé, passons à ce qui nous intéresse ce midi, notre échange. France, très rapidement au programme, du coup, France, tu vas commencer à nous parler de toi, de ton parcours, ce qui t'a amené à réfléchir à ce sujet de la nature en entreprise. On passera on fera un petit détour par les origines de cette réflexion et de comment aujourd'hui on pense l'humanité et comment l'humanité, quel est le lien que l'humanité entretient avec le vivant et la nature. Et ensuite, on parlera, toi, d'un peu des 3 niveaux de recherche, et du coup, j'en profite parce que j'ai oublié de préciser que si on fait cet échange aujourd'hui, c'est parce que tu as sorti un essai Ah bah oui, ouais. qui s'appelle La nature au travail. Faudrait que je le mette en fond d'écran plutôt que d'avoir une vieille cheminée et des vieilles chaises de séminaire de château. Le plus important. Donc c'est pour ça qu'on organise cet échange. Et donc à travers ce livre, toi tu parles et t'abordes 3 sujets principaux et 3 niveaux de prise en compte du vivant, de la nature en entreprise.
la nature en tant que salarié, la nature en tant que partie prenante et la nature en tant qu'actionnaire. Donc, c'est sur ces 3 sujets qu'on va passer le plus clair de la grande partie du temps de ce webinaire dont on va parler. Ensuite, on ira un peu sur des sujets aussi concrets de comment est-ce qu'on peut mettre en place ces sujets dans son entreprise, parce que c'est l'objectif qu'on a, nous, avec nos webinaires aussi, c'est d'apporter du concret dans le métier et dans les entreprises. Voilà, donc on espère pouvoir y répondre. Puis il y aura une petite session de questions-réponses à la fin. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poster tout au long de l'échange dans le chat. On les prendra à la fin, on pourra même y répondre pendant l'échange si l'occasion se présente. Parfait, on a terminé le sommaire, on va pouvoir attaquer. Merci beaucoup Franz d'être présent et d'être avec nous aujourd'hui. Nous, on a l'habitude de commencer tous nos webinaires par une première question. C'est un peu la marque de fabrique Rivage, on va dire, qui est celle que vous voyez à l'écran, celle que tu vois, Franz, qui est le rapport. Est-ce que toi, tu peux nous raconter le rapport que tu entretiens aujourd'hui avec le vivant? C'est super difficile comme question. Comment tu réponds, toi, en général? En une phrase, pour voir si c'est... Moi, ce que je réponds, je le relie souvent à l'enfance, mon rapport avec le vivant. Je le relie souvent à l'enfance parce que j'ai grandi entouré de nature, on va dire, entouré de vivants dans le sud des Landes. Et je garde toujours un très très bon souvenir de ce moment de ma vie. Non pas que je garde des mauvais souvenirs des autres moments de ma vie, mais en tout cas celui-là en particulier. Et du coup, voilà, aujourd'hui, moi, je pense que mon lien avec le vivant, il s'est construit dès la plus tendre enfance, on va dire. Ok. Si je dois suivre la piste, non pas du vivant, mais de la famille pour répondre à cette question, oui, je dois confesser avoir grandi dans une famille en partie composée de paysans dans le nord de la France, près de la forêt. Et donc, oui, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Mais pour répondre un peu plus en profondeur à cette question, je dois vraiment dire que c'est difficile. Comme sur un statut Facebook, j'ai envie de dire it's complicated. Parce que, comme beaucoup de personnes dans la modernité, en fait, j'ai grandi avec un rapport moderne à la nature. C'est-à-dire qu'une fois sorti de l'enfance, on m'a enseigné les sciences naturelles, la biologie, la physique, les maths. Et peu à peu, la nature, dans mon esprit, est devenue une forme de ressource, une forme de paysage, une forme d'objet qui m'entoure. Et ce n'est que récemment, quand j'ai repris la question écologique en main, que j'ai découvert qu'il y avait d'autres façons de penser la nature, mais qui sont des façons qui sont fort différentes de celles qu'on connaît. Puisque j'ai suivi la voie de l'anthropologie, j'en parlerai tout à l'heure, je crois, et donc je découvre qu'il y a tout un tas d'autres façons de penser la nature. Et peut-être que s'il y en a une qui me plaît plus qu'une autre, c'est l'animisme. C'est de croire que tous les êtres vivants, en fait, ont des qualités intrinsèques équivalentes entre eux et aussi vis-à-vis de l'humain, que finalement un arbre n'est pas inférieur à un être humain. Et peut-être rajouter, mais ça c'est tout récent et c'est pas dans le livre parce que je travaille actuellement sur un nouveau livre, un roman. Et cet été, j'ai eu comme une intuition à un moment. Je me suis dit, mais est-ce que la question du rapport au vivant, en fait, tu peux changer un terme, c'est pas au fond une conséquence du rapport à la mort. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas dans le rapport qu'on entretient à la mort, est-ce qu'il y a une vie après la mort ou pas? Est-ce que on se réincarne ou pas? Est-ce que, etc. Est-ce que tout cela ne structure pas au fond un rapport au vivant? Je sais pas, ça c'est un point d'interrogation que je suis en train d'investiguer. Donc je refais de l'anthropologie cette fois, mais pour étudier le rapport à la mort, pour voir s'il y a un lien donc avec le rapport au vivant. Ok, intéressant. Intéressant, profond. Écoute, on pourra te réinviter pour discuter. C'est ça, dans 2-3 ans. Dans quelques années. Parfait, merci beaucoup Franz pour cette réponse très complète, très approfondie. Ça me permet de passer à l'autre sujet et que toi tu nous racontes aussi un peu ton parcours, comment est-ce que tu en es arrivé à cette question de prise en compte du vivant, de la nature
dans les entreprises. Voilà, j'ai mis une photo, c'est une photo de la forêt amazonienne. Donc peut-être que tu pourras en parler aussi. Voilà, je te laisse nous parler un peu de ton parcours. Ouais, je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que c'est pas trop dans ma nature. Je viens du Nord, donc on évite de trop parler de soi dans cette contrée. Mais en fait, si on Google rapidement mon nom et mon prénom, on découvrira que dans une vie précédente, j'étais Monsieur Télétravail en France. C'est un premier combat qui me semblait légitime de mener. En 2010, il fallait tout le monde aller au bureau 5 jours sur 5. Je trouvais ça absurde pour plein de raisons. Et donc, j'ai mené un premier combat qui était le télétravail. Et puis, le sujet s'est démocratisé. Et puis, j'ai eu envie de passer à autre chose. Et donc, venant du monde du conseil en organisation et en stratégie, je me suis intéressé au sujet brûlant, qui est évidemment le sujet écologique, mais avec cet œil, avec ces prismes, un peu de pragmatisme qui était le mien. Moi, je suis sociologue des organisations à la base, de la vraie école de sociaux des orgas fondée par Friedberg. Je suis par ailleurs j'ai été consultant en organisation, et donc il y avait cette appréhension pragmatique de la question écologique. Et ce qui s'est passé, c'est que en ouvrant le sujet, je suis tout simplement rentré en librairie, qui ne manquait pas de livres avec des couvertures vertes. Donc j'ai acheté, dépensé beaucoup d'argent, plein de livres sur l'écologie. Et en fait, j'ai été très globalement déçu. Je me disais, mais c'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Si on fait face à l'anthropocène, si on fait face à un risque d'effondrement, ce qu'on trouve, tantôt de la littérature un peu romantique, de reconnexion et un peu spirituelle, ou tantôt des manuels pour verdir rapidement les parois de son entreprise, tout ça me semblait, je caricature un peu, mais ça me semblait pas du tout à la hauteur. Pas du tout à la hauteur, d'autant plus que, au fond, l'imaginaire qu'il y avait dans cette littérature, c'était toujours le même. Moi, il me semblait qu'au fond, la nature restait une ressource, même dans ces manuels de reconnexion, même dans ces manuels de gestion durable. La nature restait une ressource. Le thème très à la mode toujours aujourd'hui, mais déjà à l'époque, quand j'ai commencé, c'était la question des limites planétaires. Bien, quand on creuse le sujet, les limites planétaires, je crois que tu le sais aussi bien que moi, Thibaut, mais au fond, c'est de dire, le titre de l'article scientifique, c'est limites planétaires pour un espace de vie sécurisé pour l'humanité. Donc en fait, c'est encore une nature considérée comme une ressource au service de l'être humain, sauf que là, on ne parle plus de l'être humain actuel, on parle des générations futures. Et pour moi, en fait, tout ça entretenait le même imaginaire qui est celui de la modernité, qui est un imaginaire où l'humain domine une nature considérée comme une chose, comme une ressource. Et donc, cette littérature me semblait insuffisante. Et donc, et je finis de répondre à la question, j'ai décidé de partir moi-même en Amazonie. J'avais évidemment découvert Philippe Descola. S'il y a quand même un bouquin qui a changé les choses dans mon esprit, c'est celui de Philippe Descola, dont j'ai d'ailleurs eu la chance de suivre les cours au Collège de France. Et je suis parti en Amazonie, et tu as bien fait de choisir cette image, parce que c'est là où vraiment j'ai commencé à me poser des questions un peu plus sérieuses, à changer d'imaginaire et à pouvoir ensuite revenir en France et à repenser l'entreprise grâce à ces nouveaux imaginaires. Ok, et c'est là que donc c'est de par tes lectures des travaux de Philippe Descola et de ton voyage entre guillemets en Amazonie qui est née cette idée de vouloir travailler du coup, enfin non, de ce que je comprends c'est que c'est né avant, mais ça s'est concrétisé là-bas, on va dire. Ouais, c'est ça. Il y a un moment en particulier, si tu veux, du détail ou de l'anecdote, mais c'est quand j'ai compris, au bout de plusieurs rencontres avec différentes ethnies, qu'en fait, systématiquement, les indigènes animistes d'Amazonie, avant de prélever quelque chose à la nature, on pourra rediscuter du terme nature tout à l'heure, mais en fait, demandent l'autorisation. Parce qu'on ne considère pas posséder la nature, on ne considère pas que c'est un magasin libre et gratuit, comme le disent les économistes de la modernité. Non, on considère que c'est quelque chose qu'il faut respecter. Et donc, on demande l'autorisation.
Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si on importait ce principe dans notre vie, en France, en Europe? Qu'est-ce qui se passerait si on intégrait ce principe dans notre constitution, dans la gouvernance de l'économie, dans la gouvernance des entreprises? Et c'est là où je me suis dit, il faut tout changer. Il faut tout changer et c'est ça que le livre essaye de faire. Voilà. Ok, parfait. C'est une très bonne transition avec cette partie que je trouvais intéressante d'aborder. Et c'est ce que tu as expliqué, toi, dans ton appréhension aujourd'hui de la manière dont on traite les enjeux environnementaux dans les bouquins pédagogiques, dans les bouquins de management, dans les bouquins d'inspiration, etc., etc. Cette vision très utilitariste qu'on a au regard du vivant et de la nature, qui peut-être, et même sûrement, a amené la situation qu'on connaît aujourd'hui d'érosion des écosystèmes, d'érosion de la biodiversité, et de la destruction du vivant qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le système, nos sociétés, le système économique repose quand même fondamentalement sur une vision extractiviste des ressources et du coup d'impact sur les écosystèmes. Et du coup, c'est ça qu'il faut complètement renverser pour endiguer les différentes crises environnementales. Et du coup, moi, je trouvais intéressant avant de rentrer dans le concret de qu'est-ce qui peut être fait au regard de cette nature-là, de cette prise en considération dans les entreprises, de donner peut-être un peu des exemples de comment est-ce que la nature est prise en compte dans d'autres civilisations, que peut-être ça pourra nous aiguiller aussi pour adopter des nouvelles prises en compte, nous, dans nos entreprises, qui est quand même assez radicalement différente de celle qu'on a, nous, dans nos sociétés modernes, comme tu l'évoques. Ouais, ok. Ouais, c'est important cette question. On va essayer de la faire courte, mais parce qu'elle structure ensuite les différents scénarios que je propose. Mais il y a plein d'autres façons de voir la nature, le vivant, l'environnement, peu importe le terme qu'on utilise. Mais ce qui distingue, j'ai envie de dire, les peuples premiers ou les peuples qu'on a coutume d'appeler extra-modernes, donc en dehors de la modernité et notre culture moderne, c'est bien ce point de la chosification de la nature. Nous avons, au XVIIe, au XVIe siècle, dans ces eaux-là, commencé à considérer que la nature était la matière, une chose, une ressource. Mais dans ces peuples premiers, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Et qu'est-ce que l'inverse d'une chose, en philosophie ou en droit? Eh bien, c'est une personne. D'accord? Toi, tu n'es pas une chose, tu n'es pas un amas de matière avec lequel on peut faire n'importe quoi. Je ne peux pas te découper pour te vendre au marché. Et pourquoi ça? Eh bien, parce que tu es une personne. Et une personne dispose de droits, de devoirs, etc. Bon, ça, je l'explique dans des termes modernes, mais en fait, c'est ça qui caractérise globalement, on va dire, les peuples premiers, c'est de dire, non, la nature, c'est une personne. Mais très vite se pose la question mais de quoi on parle en fait quand on parle de nature? Parce que nature égale cosmos. Nature, c'est tout ce qui est l'univers. C'est le poireau, c'est le soleil, c'est les trous noirs, c'est la gravité. Tout ça, c'est nature. Donc, qu'est-ce qui exactement est revalorisé avec le statut de personne? Et c'est là où on trouve trois grandes écoles, trois grandes philosophies de la nature. Et là, pour les personnes qui, dans le public, connaissent Philippe d'Escola, elles reconnaîtront évidemment la patte de Philippe d'Escola. Les trois grandes écoles, pour la faire très rapidement, consistent à dire il est impossible de tout revaloriser. D'accord? Parce qu'à un moment, il faut bien dévaloriser certaines entités pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir manger, pour pouvoir se chauffer, se soigner, etc. Et donc, en fait, l'attitude qu'ont les peuples premiers, c'est de dire il y a seulement une partie de ce qu'on appelle nature qu'on va revaloriser. Donc chez les animistes en Amazonie, qui est plutôt le courant dans lequel moi je me sens inspiré, on va dire que ce sont tous les êtres vivants, ou presque en tout cas, qui sont revalorisés et qui deviennent donc des personnes. C'est rigolo parce qu'en Amazonie, quand on parle d'humanité, quand je faisais mon documentaire, et j'ai eu du mal au début à comprendre, à faire la traduction, mais eux, quand ils disent humanité, c'est pas les humains, c'est tous les êtres vivants.
Ok. Donc l'humanité sont les personnes et ça intègre les arbres, ça intègre les serpents, les jaguars, les plants de manioc qui sont l'équivalent de nos plants de pommes de terre. Donc ça, c'est une première approche. Une deuxième approche, deuxième philosophie de la nature, c'est plutôt de penser en termes de système. Donc là, ça nous emmène plutôt dans le continent asiatique, du côté des religions orientales de type l'hindouisme, hein, que j'étudie dans le bouquin pour ceux que ça intéresse. Et donc là, on va parler de système, un petit peu comme nous, les modernes, on parle de système. Tu vois, nous, on parle de système Terre. Sauf que je l'ai déjà expliqué, notre système Terre, ça reste un système de ressources au service de l'être humain. Dans cette haute philosophie de la nature qui nous vient globalement plutôt d'Asie, on parle de systèmes, mais on les personnifie. À nouveau, il y a une personnification qui va là s'opérer par l'intermédiaire de divinités. Et donc, ces divinités, ça va par exemple être la terre-mère. La terre-mère qu'on connaît bien chez nous, parce qu'on a importé un peu de ses croyances, c'est Gaïa, c'est la Pachamama, c'est Yamuna en Inde, qui est la mère de la vie. Mais ça va aussi être, comme on le connaît dans la Grèce antique, le dieu des océans, le dieu du ciel. Enfin, tu vois, tu vas personnifier et donner de la valeur à différentes entités systémiques dans la nature. Donc là, on est sur du système, alors qu'avant, on était dans de l'individu. Et puis la troisième grande école, c'est intermédiaire. C'est entre, tu vois, l'individu microscopique et les systèmes un peu terre, vie, généraux. Eh bien, l'entité intermédiaire, c'est ce qu'on appelle communément chez nous le territoire, mais qu'on appelle plus précisément en anthropologie le totem. Et c'est une philosophie de la nature qui nous vient essentiellement d'Australie, mais pas que, et qui consiste à dire que ce qui a de la valeur et ce qu'on va personnifier, c'est la communauté locale. Mais une communauté locale composée d'humains et de non-humains. Donc, et c'est ce qu'incarne le totem, tu sais, c'est ce qu'on voit dans Lucky Luke, où tu vois un poteau de bois, où tu auras en même temps une figure humaine, une figure d'un aigle, et puis un bout de lézard. Eh bien, ça incarne le fait que c'est une communauté hybride, comme une famille presque. C'est une famille dont on prend soin, et c'est cette famille qui a de la valeur. C'est ça qu'on personnifie. Voilà, cette famille à l'échelle locale. Très clair, C'est clair? très complet. Enfin, j'espère que c'est clair pour l'auditoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est une bonne une bonne introduction, on va dire, et tu poses bien les bases aussi pour rentrer un peu plus dans le détail. Maintenant, moi, ce que je te propose peut-être, c'est de rentrer un peu plus dans le concret. Tu nous as posé les bases assez philosophiques de la prise en compte du vivant par l'humanité, de la nature par l'humanité. Je te suggère du coup de rentrer dans le vif du sujet et de comprendre, toi, les trois champs de recherche que tu as posés de prise en compte de la nature en entreprise, et peut-être de commencer par le sujet de la nature salariée, qui est un sujet intéressant, et après on ira sur les autres. Enfin, je te laisse peut-être attaquer cette partie-là. Moi, j'ai pas mal de questions sur ça, mais si tu veux en parler. Ouais, je vois qu'il y a une question dans le chat. Tu veux que j'y réponde brièvement? Parce que quitte. Ouais, carrément, je l'ai pas vu. Est-ce que donner des noms aux tempêtes comme Boris ou Sandy, par exemple, s'inscrire dans la lignée du rapport à la nature comme système? Oui, c'est ça en fait. Nous les modernes, parce que c'est nous les modernes empreints de science qui définissons les systèmes tempêtes, ouragans, avec des images satellites, et en même temps, effectivement, on leur donne un petit nom, on les personnifie à demi-mot. Et ça, c'est pas étonnant parce que, comme je l'ai dit brièvement, en fait, nous les modernes, on est assez sensibles à ces religions asiatiques. Il n'y a pas qu'en Asie, je le répète, mais c'est pour simplifier mon propos. Et on a importé Gaïa, on a importé la Pachamama, et effectivement donner un petit nom, Boris ou Sandy, à ces phénomènes naturels, ça montre bien qu'on est assez perméable à ces idées. Et d'ailleurs, Philippe Descola le dit très bien, avant la modernité, avant la science, nous étions un petit peu comme ces orientaux. On avait une inflation de divinité. Alors il y avait certes le christianisme
en lame de fond, j'ai envie de dire, mais nous avions des pratiques athées, comme on en voit d'ailleurs encore en Scandinavie avec Odin, Thor, etc. Donc on a un héritage qui vient de cet horizon-là. Après, je voulais juste répondre très rapidement. Donc pour reprendre le fil de la conversation, Thibaut, donc oui, la nature salariée. Donc là, on rentre dans le pragmatique. Effectivement, terminer la philosophie et l'anthropologie. Pourquoi la nature salariée? Eh bien, là, je m'inscris justement dans cette première philosophie de la nature, qui est l'animisme et qui est le fait de respecter les êtres vivants. D'accord? Si on arrête de considérer l'arbre comme une matière première, la vache comme une matière première, quelle est la solution qui s'offre à nous, en fait? Eh bien, cette solution, en fait, il suffit de regarder ce qui s'est passé dans l'histoire des humains. Les humains, avant, nous étions, on peut le dire, plus ou moins une matière première, historiquement. Nous étions des esclaves, des serfs. Il n'y avait pas beaucoup de considération pour la qualité de vie au travail ou même pour la vie ou la mort de ces pauvres travailleurs. Et qu'est-ce qu'on a inventé pour mieux protéger les humains au travail? Eh bien, ça a été de dire le salariat. Donc, je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas la même chose avec un certain nombre de non-humains, des individus, à nouveau, par exemple une vache, un chien, un poireau ou un arbre. On est dans cette perspective-là de l'animisme. Et en fait, assez vite, je me suis rendu compte qu'il y a déjà des éléments qui montrent que ça existe. Par exemple, les chiens policiers de Nottingham reçoivent une rémunération. Ils reçoivent, comme un salarié, ils reçoivent 400, alors c'est pas beaucoup, c'est 400 livres par an. C'est pas un salaire minimal, mais c'est déjà mieux que rien. J'ai découvert que dans le milieu du cirque, même si les spectacles d'animaux vont bientôt être interdits, en fait, il y a une étonnante législation qui ressemble presque à un droit du travail. Il y a plusieurs pages de lois, de réglementations qui disent qu'un animal de cirque, il doit recevoir suffisamment à manger, ça dit même qu'il doit avoir une alimentation équilibrée, on dit qu'ils ne peuvent pas travailler plus de X heures par jour, qu'ils doivent avoir... Enfin, tu vois, ça commence un petit peu à parler de qualité de vie au travail, entre guillemets. Donc, on commence à voir apparaître des rémunérations, du droit du travail des non-humains. Est-ce qu'il y a des syndicats aussi? Parce que le propre du salariat, c'est aussi de bénéficier de syndicats qui vont défendre la cause des syndicats. Eh bien, on voit, alors c'est un peu plus difficile, mais on commence à voir apparaître effectivement des syndicats engagés sur des questions écologiques, mais pas encore au point de défendre tu vois, la qualité de vie au travail des chevaux, par exemple. Mais ça commence, et on a même, cette fois, dans les collectivités territoriales, des élus. Je pense à la mairie de Bordeaux. Tu vois, à Bordeaux, il y a un élu qui s'appelle Francis Fétou, qui est écologiste, mais qui est aussi animaliste et qui défend la cause animale. Et qui, du coup, prend soin de tous les animaux qui travaillent pour la mairie de Bordeaux. Okay. Des chevaux, des chiens, des moustiques, etc., etc. Et quand tu dis qu'il en prend soin, qu'est-ce qu'il fait pour en prendre soin? Il met en place justement il fait voter pas des lois, mais des choses à l'échelle locale justement pour les rémunérer, pour les... Alors, c'est pas forcément les rémunérer, parce que, ou s'il y a rémunération, dans le cas de Bordeaux, c'est plutôt une rémunération en nature, c'est-à-dire avoir droit à une retraite, avoir droit à des congés. D'ailleurs, c'est pas nouveau cette histoire, parce que déjà dans les mines, je viens du Nord, dans les mines de charbon qu'il y avait à l'époque, dans ma région, eh bien, les chevaux avaient droit à 3 ou 4 semaines de vacances par an pour se reposer. Dans un autre cas, je repense au cas de Bordeaux, c'est est-ce qu'il faut dératiser comme on continuait à le faire avant? C'est quand même problématique parce que, ok, les souris et les rats, c'est considéré comme une peste, mais ça reste des animaux dotés de sentience au regard de la loi. Et donc, du coup, cet élu va essayer de trouver d'autres solutions pour éviter dératiser traditionnellement et plutôt de repousser, éviter que ça embête les riverains. Okay. Donc on voit un certain nombre de choses qui apparaissent. Je regarde l'heure, savoir si... mais très rapidement, je voulais quand même dire que, en fait, cette approche, dans tous les cas que je cite, c'est très bien, c'est des progrès, mais il manque un truc. Il manque un truc
Et je te pose la question, Thibaut, Je voulais qui, y venir. Je voulais y qui venir. distingue le salariat de l'esclavage. Et c'est quoi? C'est le consentement, mon cher Franz. Je vois que tu as lu un livre sur le sujet. C'était Mais ma, oui, c'est c'était bien ma là le question, problème, c'est justement. que ni à Nottingham, ni à Bordeaux, ni dans le cirque, en fait, on ne parle de consentement. Les animaux en question sont forcés au travail, et ça, pour moi, c'est problématique parce que, du coup, on peut pas construire une relation de travail basée sur le respect, sur base d'un non-consentement, quoi. C'est ça. Et c'est un peu la limite qu'on peut trouver dans cette considération salariale du vivant au regard des entreprises, quoi. C'est que c'est un peu une limite qui conceptuellement est un peu indépassable, quoi. Qu'est-ce que Bah, le c'est pas consentement? indépassable parce que je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, mais souviens-toi, l'étincelle qui a commencé mon projet quand j'étais en Amazonie, je t'ai parlé, c'est demander l'autorisation. Et en fait, chez les peuples animistes, on demande l'autorisation. Et donc, il y a bien une forme de consentement. Mais est-ce qu'on a une réponse? Alors après, voilà, on peut discuter, mais à qui pose-t-il la question? Est-ce que qui répond? Est-ce qu'ils ont un décodeur pour comprendre la réponse de l'arbre? Ou est-ce que c'est eux qui imaginent? Donc évidemment, l'arbre n'est pas capable de comprendre des concepts tels que consentement, et donc je suis d'accord qu'il y a une forme de limite. Mais en tout cas, dans l'attitude des indigènes, il y a à minima la volonté, Hum, l'intention d'obtenir ce consentement. Ce que nous, on est jusqu'à maintenant, en tout cas, incapable de faire. complètement. Parfait. Il y a Clémence qui a posé une petite question sur les moustiques de la ville de Bordeaux. Est-ce que les moustiques de la ville de Bordeaux sont salariés de la ville de Bordeaux? Petite question humoristique. Euh, Ouais, alors les moustiques, c'est compliqué à Bordeaux. Ils travaillent pas directement, mais en fait, il y a un problème avec le réchauffement climatique, et tu viens de ce coin-là, je crois, Thibaut, mais il y a de plus en plus de moustiques, notamment des gros moustiques, et notamment des moustiques qui véhiculent des maladies. Et donc, c'est un vrai problème de santé publique. Donc, c'est poser la question de comment on fait. Parce que si on éradique complètement les moustiques, c'est problématique, parce qu'ils ne travaillent pas pour la mairie de Bordeaux, mais ils travaillent, entre guillemets, pour les pigeons. Parce hmm, que alors, est-ce que mourir et se faire dévorer, c'est travailler? C'est une grande question qu'on pourrait aborder, mais je crois qu'on n'aura pas le temps. Mais en tout cas, ils ont une utilité dans l'écosystème qui est de nourrir. Et il n'y a pas que des pigeons, c'est nourrir voilà, les oiseaux. Donc les éradiquer, c'est problématique. Et donc la stratégie qui a été trouvée à Bordeaux, mais qui est expérimentée ailleurs sur la planète, ça a été d'introduire des mâles, je crois, ou des femelles qui n'ont plus la capacité de se reproduire. Mais pas en quantité suffisante pour totalement les éradiquer, mais juste pour contrôler la population. Ce qui permet d'éviter à nouveau de sortir le DDT et d'exterminer la population de moustiques et de bien d'autres insectes au hmm, passage, qui est une solution voilà, qui est extrêmement problématique. d'un Donc autre. voilà comment c'est fort de négociation, on va dire. Parfait. On va attaquer le deuxième sujet. Je vois que l'heure tourne, qui est un sujet que moi je trouve ô combien passionnant et où là, pour le coup, on rentre dans des considérations plus concrètes et plus impactantes, j'ai l'impression, pour les écosystèmes. C'est la nature en tant que partie prenante. À l'image, donc je vais te laisser peut-être raconter un peu ça. À l'image, il y a l'exemple d'une entreprise britannique qui s'appelle Face in Nature, qui est une des premières entreprises qui a, dans le monde, hein, qui a considéré la nature en tant que partie prenante, autant qu'un fournisseur ou qu'un client dans la prise, dans ses décisions de fonctionnement, quoi. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que ça veut dire la nature partie prenante? Et on verra Ouais. après quels sont les exemples concrets et qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on fait pour écouter la nature autant qu'une autre entité, une collectivité, un fournisseur, un client, quoi. Ok. Euh, Là, on est dans la deuxième philosophie de la nature, qui est de dire on fait face à un système ou des systèmes. Et c'est exactement ça une partie prenante. Tu disais fournisseur ou client. En fait, c'est des entités un peu vagues. Quand on dit le client,
le client est roi dans telle chaîne de magasins. En fait, de qui on parle exactement? On parle d'une entité un peu théorique, un système qui est censé incarner, représenter les millions de clients de ma chaîne de supermarché, par exemple. Et donc, comme on parle de système, on parle d'entités qui sont des créations de l'esprit. Donc, je suis désolé de dire ça pour ceux qui font tout ce qu'il faut pour protéger le système Terre, mais le système Terre, c'est une création de notre esprit scientifique, mais un système Terre, techniquement, c'est difficile de déjeuner avec lui. Ça n'existe pas un système, c'est quelque chose qui existe dans nos équations, dans nos modélisations, de la même façon que Gaïa ou la Pachamama, ça n'existe pas. C'est une création de l'esprit, mais c'est aussi de l'esprit, on va dire, spirituel. Donc ça tombe bien parce que les parties prenantes, c'est un peu ça. Les parties prenantes, c'est de dire, bah voilà, il y a des entités un peu vagues comme ça qu'il faudrait écouter, le client, le fournisseur ou les clients, les fournisseurs. Et donc, je me suis appuyé pour ce deuxième scénario sur la fameuse théorie des parties prenantes, qui est une théorie qui nous vient des États-Unis, qui dit que l'entreprise devrait être gouvernée pas seulement dans l'intérêt de l'actionnaire, mais aussi dans l'intérêt des diverses parties prenantes. Et donc, ça veut dire quoi? Eh ben, on rajoute une partie prenante, nature, qu'on va essayer d'écouter. Et c'est ce qu'a fait, comme tu le dis, Faith in Nature, parce que Faith in Nature dispose désormais à son board d'un représentant ou d'une représentante plus précisément de la nature. Mais c'est ce que font aussi tout un tas d'entreprises belges que mes camarades de Corporate Régénération accompagnent. C'est ce que fait aussi à sa manière Veolia en France. Alors ça peut surprendre parce que Veolia n'est pas forcément le nom qui vient à la bouche quand on pense écologie, mais Veolia déploie un dispositif qui s'appelle Plus 1. Et Plus 1, ça consiste en quoi? Ça consiste à dire, dans chaque pays, je vais avoir une table ouverte de discussion avec différentes parties prenantes, et il y a notamment la partie prenante planète qui est représentée. Donc voilà, ça c'est une tendance. En l'occurrence, la partie prenante planète est représentée par qui? Par une personne humaine, par une entité juridique, par comment c'est représenté? Ouais, c'est là où tu poses les questions qui fâchent, j'ai envie de dire, Thibaut, mais c'est les questions sérieuses, c'est de dire, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'on représente exactement et qui représente? Donc toi, là, tu commences avec la question de qui représente. Dans le cas de Faith in Nature, c'est par exemple un juriste qui représente la nature. Et pour moi, ça pose question parce que, en fait, je me dis, mais est-ce qu'un juriste est légitime à représenter la nature? Le droit est nettement insuffisant pour défendre les intérêts de la nature. Donc pourquoi est-ce que, puisqu'on parle de nature au sens très moderne du terme, est-ce que ça ne devrait pas être un scientifique? Tu vois, un scientifique du système Terre ou un scientifique de la biodiversité, que sais-je? Mais en fait, on pourrait aussi se dire que ça pourrait être une ONG. Tu vois, pourquoi c'est pas Greenpeace? Ou pourquoi c'est pas un anthropologue de la nature, tant qu'on y est, pour prêcher pour ma chapelle? Enfin, tu vois, ça pose la question de qui représente, qui est légitime. Mais comme cette question se pose en politique, qui est légitime à représenter le peuple français? La question, c'est de dire, c'est pas un dictateur, c'est pas un empereur, c'est une assemblée. Et c'est pour ça que j'aime bien ce que font mes amis en Belgique de Corporate Régénération, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en place un dispositif similaire, sauf que c'est une petite assemblée. C'est une assemblée de différents gardiens avec différentes compétences pour comprendre et traduire les intérêts de la nature. C'est donc une assemblée d'une dizaine de gardiens qui va venir en entreprise, écouter et donner des recommandations au comité de direction. Est-ce que tu as des exemples de corporate régénération, de conseils qui ont été donnés au nom de la nature aux organisations, en fait? Oui, en fait, ce conseil de régénération, pour l'appeler comme ça, dans une entreprise d'agroalimentaire, par exemple, a poussé cette entreprise à comprendre qu'il y avait une partie de son business model qui était toxique pour la nature. Et donc, cette entreprise est en train de fermer tout doucement l'équivalent de 40% de son chiffre d'affaires
mais je dis tout doucement parce qu'en fait, ils sont en train de transformer cette chaîne de production pour demain produire dans un esprit de régénération. Donc ça, c'est un exemple. J'ai un autre exemple concret auquel j'ai moi-même assisté parce que j'ai participé à quelques-uns de ces comités, ces conseils, pardon. Et c'était dans le cas d'un média belge et un média belge qui était confronté à est-ce qu'on doit faire la promotion ou pas de la croisière Claude François. Claude François, c'est le number one, enfin tu vois, chez les auditeurs, avec Johnny Hallyday et d'autres, ça permet de deviner un peu quel genre de médias en parle. Et donc c'était important tous les ans de faire la promotion de la croisière Claude François, parce que les auditeurs raffolent de ça, parce qu'ils veulent gagner des places gratuites, sauf qu'une croisière, c'est extrêmement polluant. Et donc du coup, le conseil a dit c'est pas possible. Mais le média en question a dit bah oui, mais vous êtes gentil, si moi je fais pas ça, ça va être mon concurrent qui va le faire. Et finalement, elle aura quand même lieu, la croisière. Et donc, c'était un peu au point mort. Et l'idée qui est finalement émergée de cette discussion, c'était de dire, eh bien, on va aller contacter le concurrent en question et on va essayer de se mettre d'accord pour voir comment on dit non ensemble à la croisière Claude François ou comment, à défaut, on exige de la croisière Claude François qu'elle s'améliore sur un point de vue écologique. Tu vois, par exemple, maintenant, tu peux avoir des navires qui sont en partie électriques, ce genre de choses. Ok. Moi, je vois une limite qui peut être, qui peut être celle de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est que tous les exemples que tu donnes qui sont a priori bons pour les écosystèmes, ça engrange des conséquences d'arrêt de lignes de production, de chiffre d'affaires pour les entreprises, et que du coup, là, on est en mesure de se poser la question. Peut-être que ça marche pour Face Nature, pour les exemples des entreprises belges que tu as donnés. Peut-être que pour la grande majorité des entreprises, ça ne marcherait pas. Parce que la grande majorité des entreprises aujourd'hui, dans le système économique dans lequel on est, ne peut pas se couper de 40% de son chiffre d'affaires et réfléchir à transformer son business model en tant que tel, quoi. Donc, est-ce que c'est une limite toi que tu mesures aujourd'hui? Est-ce que c'est ce point qui permet d'aller sur le dernier niveau de prise en compte de la nature en entreprise, qui est la nature en tant qu'actionnaire? Peut-être que je vais faire, ça peut être la transition. Peut-être que si tu as envie de faire une autre transition aussi, tu pourras l'illustrer. Mais voilà, moi, c'est un peu ce point-là de c'est bien beau ce qu'on raconte, mais concrètement, est-ce que ça peut aussi apporter des bénéfices? Bon, ça sera peut-être une autre question qui viendra après, mais comment est-ce qu'on fait pour embarquer beaucoup d'entreprises là-dedans, quoi? Ouais, il y a plusieurs questions là, mais effectivement, c'est la limite de tous les exemples que j'ai donnés, qu'il s'agisse de Faith in Nature, de Veolia ou autre. C'est qu'en fait, on a la nature ou les représentants de la nature n'ont pas de pouvoir. Ils sont là pour faire un peu d'influence, un peu de lobbying, on les écoute gentiment, mais ils n'ont pas de pouvoir pour deux raisons. Parce qu'en face d'eux, ils ont des dirigeants. Mais les dirigeants, c'est le pouvoir exécutif en entreprise. Ils ont un pouvoir de décision, mais le vrai pouvoir, le pouvoir souverain, on appelle ça, eh bien, il est du côté de l'actionnariat. Et donc c'est pour ça que moi je dis, c'est sympa d'avoir un représentant de la nature au comité de direction, c'est un premier pas, mais pour moi le vrai sujet, si on veut changer la donne, c'est effectivement d'avoir une nature qui soit actionnaire, parce que c'est là que se situe le cœur du pouvoir. Donc oui, tu as raison de souligner ce point-là, et qui est de toute façon la limite de la théorie des parties prenantes, celle-là qui vient même des États-Unis, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je pense que, et je critique assez vivement cette théorie dans le livre pour ceux que ça intéresse. Donc il faut tourner la page et envisager la nature actionnaire. Et là, on est dans le totémisme. On est dans le totémisme, pourquoi? Parce que, souviens-toi tout à l'heure, je te disais, en Australie, dans cette troisième philosophie de la nature, on considère que l'entité naturelle qui a de la valeur, c'est la famille, un peu à l'échelle locale. Et il y a un point important qui s'opère dans cette philosophie-là, c'est que c'est le rapport à la propriété. Tu sais, toi, tu ne possèdes pas ta famille. On est d'accord, tu ne possèdes pas tes parents, tu ne possèdes pas tes enfants, tu appartiens à ta famille. C'est comme une entité, ou comme tu appartiens à ta nation, à ta patrie. Tu vois, il y a quelque chose de plus grand que toi auquel tu appartiens et qui inverse presque le rapport de propriété. Tu es subordonné
à ta famille, à ton entreprise, à ta nation. Et donc moi, c'est ça que j'utilise en disant, en fait, finalement, l'entreprise ne devrait pas posséder la nature. On devrait inverser la relation comme on le fait dans le totémisme, et c'est la nature qui devrait posséder l'entreprise et devenir actionnaire. Et ça tombe bien, on a un superbe exemple qui est celui de Patagonia. Je vois que tu as mis la citation d'Yvon Chouinard qui effectivement dit désormais la Terre est notre seul actionnaire. Et c'est vrai qu'Yvon Chouinard en 2022, un peu du jour au lendemain, dévoile dans le New York Times qu'il a légué 98% des parts de Patagonia, donc ça représente des milliards de dollars, hein, à la nature. Alors, bon, ça se discute un peu parce qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a légué ces 98% du capital à une fondation de protection de la nature. Donc, c'est pas les arbres qui sont actionnaires, c'est une fondation, une ONG, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, c'est que... Comment excuse-moi, je te coupe, mais du coup, ce point revient aussi au précédent point que tu évoquais dans le sujet des parties prenantes de qui est-ce qu'on nomme aussi, qui est le mieux placé pour représenter la nature. Peut-être qu'on pourra y revenir après, mais là, du coup, en l'occurrence, c'est une ONG. Est-ce que ça aurait pu être un groupement de scientifiques Bon. Alors, moi, le point pour lequel je milite, c'est de dire, en fait, il aurait fallu donner les actions vraiment à une entité naturelle, à une forêt, à un fleuve, à cette fameuse communauté locale, comme la conçoit les totémistes. Et ça, c'est pas ce qu'a fait Yvon Chouinard, parce que dans le droit, en tout cas dans le droit américain ou dans le droit européen, c'est pas possible. Une forêt ne peut pas devenir une entité juridique. C'est forcément un objet appartenant à un être humain ou à une organisation humaine. Okay. Donc ça, c'est la première limite du cas de Patagonia, mais voilà, ça s'explique pour les limites du droit. Et puis la deuxième raison, la deuxième limite quand même, c'est de dire que cette fondation, elle reçoit des dividendes. Donc tous les ans, elle reçoit 100 millions de dollars ou plus ou moins d'argent pour défendre la nature, mais elle n'a pas reçu de droit de vote. Donc la nature, entre guillemets, la fondation, n'a aucune influence sur les décisions qui sont prises chez Patagonia. Et c'est pour ça que c'est 98%. Parce qu'il reste 2% d'actions qu'Yvon Chouinard possède toujours, et ce sont les 2% d'actions avec les droits de vote. Donc en fait, c'est toujours Yvon Chouinard et non pas la nature qui décide. Donc, bon, ça, c'est les limites. C'est bien ce qu'a fait Patagonia, mais c'est quelques limites. Et je pense que c'est pas insurmontable parce qu'on a vu en Nouvelle-Zélande un cas beaucoup plus intéressant, un peu plus complexe d'un point de vue juridique, mais je sais pas si on a le temps, j'ai l'impression que l'heure tourne. Donc, mais la Nouvelle-Zélande, et c'est décrit dans le livre, et je vais pas rentrer dans le détail, mais nous montre qu'on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on peut avoir une entité naturelle qui devient sujet de droit, qui devient personne juridique, qui se possède elle-même sans qu'il y ait d'humains qui rentrent dans l'affaire. Et s'il y a des humains qui rentrent dans l'affaire, ils viennent travailler pour l'entité naturelle comme ils viennent travailler en tant que salariés pour une entreprise. Et ça, pour moi, c'est vraiment un très très bel exemple où la nature se possède elle-même, la nature est actionnaire d'elle-même, et si on veut prendre du bois ou prendre de l'eau, eh bien, il va falloir lui donner de l'argent. Voilà. Ok, c'est un exemple qu'on peut du coup retrouver dans ton livre. C'est le fleuve de Wanganui, c'est ça? Wanganui, exactement. Wanganui, pardon pour la prononciation. Donc je vous invite, je le note dans le chat. J'espère que j'ai pas fait tout. Bon, je le note. Il y a un H quelque part, moi aussi j'hésite toujours. Mais en tout cas, ce cas il est important parce que il y a plein d'initiatives et tu les connais, tu en as entendu parler, Thibaut, où on va dire le fleuve sujet de droit. Ici en Colombie, ici en Inde, le fleuve sujet de droit, après ça va être la Loire en France, le Parlement de Loire, on va faire pareil avec le Rhône et puis un fleuve en Corse. Mais en fait, c'est pas des changements juridiques qui changent la donne. Sujet de droit, c'est un concept très théorique. Ces fleuves dont on parle ne deviennent jamais des vraies personnes juridiques. Une personne juridique, c'est une association, une société, une collectivité. Et donc, c'est ça qui permet ensuite d'agir administrativement, d'avoir un compte en banque. Et en fait, c'est pas le cas des initiatives de sujets de droit dont j'ai parlé, à l'exception du cas du Wanganui. Et c'est pour ça que je trouve que ce cas, il est génialissime.
et que ça mérite de prendre le temps de l'étudier en profondeur. Et ben, peut-être qu'on fera on va faire un webinaire dédié à ce fleuve. Non, non, Intéressant, mais du coup, c'est assez, je le retourne, mais c'est assez dommage de voir que c'est peut-être le seul, et peut-être on y reviendra à la fin s'il y a des questions sur ce sujet-là, mais le seul et unique exemple aujourd'hui qui montre concrètement la prise de pouvoir, entre guillemets, de la nature dans les systèmes, quoi. Enfin, aussi, voilà. Une dernière petite question avant de passer à la conclusion. On a sûrement des personnes des spectateurs et des spectatrices qui ont envie de prendre le sujet, de commencer à faire des choses à leur niveau dans les entreprises. On a parlé de beaucoup de choses conceptuelles, d'exemples concrets. Moi, je trouve ça intéressant aussi de se dire, voilà, si demain j'ai envie de commencer à considérer de manière beaucoup plus profonde qu'une vision simplement utilitariste de la nature dans mon entreprise, qu'est-ce que je fais? Par où est-ce que je commence? Qui est-ce que je vais voir? Est-ce que je vais voir des scientifiques, des juristes, des associations comme l'association belge dont tu nous as parlé? Que faire? Oui, bah, je pense qu'il y a deux chemins possibles. Un chemin de se poser soi-même les questions. Euh, Moi, je recommande en général aux entreprises qui veulent avancer toutes seules une méthode en deux, trois questions. De se poser la question déjà de mais qu'est-ce que vous voulez protéger exactement? Hein, quelle nature? Est-ce qu'on parle de tous les êtres vivants? Est-ce qu'on parle des systèmes? De quel système? Est-ce qu'on parle de territoire? Enfin voilà, de choisir son combat parce qu'on peut pas tout protéger. Donc choisir de quelle nature on... Et puis après de se dire, bah, une fois qu'on a identifié son entité naturelle qu'on a envie de protéger ou avec qui on travaille, hein, parce que selon que tu es dans l'agriculture ou dans la banque, tu travailles pas avec les mêmes entités naturelles, eh bien, tu vas te poser la question de bah, comment je la représente dans mon organisation. Donc, c'est ce que tu dis, qui la représente, à quel niveau de l'organisation je la représente. Tu vois, est-ce que je la mets au comité de direction, est-ce que je la mets au conseil d'administration ou ailleurs, ou dans le dialogue social avec les syndicats. Bref, il y a toute une panoplie. Et... Alors après, ces questionnements peuvent être un petit peu délicats. Donc évidemment, on peut lire le livre, mais on peut aussi tout simplement nous appeler, puisque avec Corporate Régénération en Belgique, on travaille désormais main dans la main en fait pour faciliter les choses en entreprise, c'est-à-dire pour éviter de se poser trop de questionnements métaphysiques. Eh bien, en fait, on propose un dispositif un peu clé en main. C'est cette fameuse assemblée de gardiens qui permet très vite de démarrer les questionnements et de passer à l'action sans attendre voilà, qu'on ait répondu à des questions de métaphysique de la nature. Super, hyper concret. Je vais partager le lien de Corporate Régénération, hop, pour te faire un peu de pub sur ça aussi. Super, je vois qu'on arrive Oui. à la fin, 12h54. On a eu quelques questions dans le chat. S'il y a des personnes qui ont des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. L'échange était hyper riche, assez dense, mais hyper intéressant. Voilà, donc voilà, on n'a pas forcément d'autres. Alors moi, si j'ai une question un peu que je me pose un peu toujours, quoi, qui est une question peut-être un peu plus très philosophique, quoi, mais je me demande toujours, c'est est-ce que si chaque organisme, si chaque écosystème était préservé, est-ce que les problèmes environnementaux disparaîtraient, toi, tu penses? Est-ce que si on prenait en considération si la nature était autant considérée que l'être humain, est-ce que tu penses que ça résoudrait toutes les crises environnementales? En fait, d'un point de vue logique et mathématique, on a envie de répondre que non. Mais moi, de tous mes travaux et de mes terrains, j'ai remarqué que là où la Terre est en meilleure santé, c'est pas là où on pense en termes de système.
Donc que ce soit chez nous les modernes où on parle de système Terre, ou que ce soit en Asie où on parle de système plus spirituel, de nature, en fait globalement la Terre, hein, avec un grand T, est très maltraitée. Et là où on va trouver une Terre en bonne santé, bah, bizarrement, c'est plutôt là où on pense comme les animistes, là où on pense comme les totémistes, c'est-à-dire où c'est dans les entités naturelles qui sont en face de moi. Tu vois, sans création de l'esprit, de divinité ou de système scientifique. Non, c'est dans le respect au quotidien des entités qui ont en face de moi, des arbres, des capoquiers, des maniocs, des ceci, cela, que en fait ça produit des bons résultats. Et c'est pas des bons résultats expérimentaux. En Australie, ça fait 41 000 ans que les indigènes sont installés. Et tu as l'impression que c'est encore sauvage l'Australie, parce qu'ils ont respecté. En Amazonie, ça fait, en fonction des théories, entre 4000 et 6000 ans qu'ils sont installés, les indigènes. Et voilà, d'ailleurs, on sait que la forêt amazonienne, ça a une biodiversité exceptionnelle. C'est parce qu'il y a une forme de jardinage très léger qui cultive la biodiversité en Amazonie. Donc moi, je trouve que voilà, c'est pour ça que moi, je suis plus tenté maintenant par l'approche animiste, parce que les résultats sont exceptionnels. Mais je vois qu'il y a une question. Donc, pensez-vous que la CSRD est un levier dans la mesure où les entreprises... non, je crois pas, parce que la CSRD, en fait, c'est une approche comptable. C'est une approche d'information qui va dire, bah voilà, je donne les informations sur litres d'eau consommés, nombre de sacs poubelles, etc. Mais en fait, ça génère pas vraiment d'obligation. C'est fondé sur une croyance. La croyance étant que la main invisible du marché va sanctionner les entreprises qui auraient des mauvais résultats. Mais quand on voit ce qui se passe, par exemple, avec le Nutri-Score, quand le calcul du Nutri-Score, pour parler de l'actualité, ne plaît plus à une entreprise, eh bien on l'abandonne. Je doute que l'information CSRD permette réellement de... Donc ça ouvre un peu les yeux, je suis d'accord, mais c'est pas ça qui... Désolé de... Je vais me permettre aussi d'ajouter peut-être un point, moi, un avis sur la question. Tu ne penses pas que justement la CSRD est aussi cet outil qui permet d'analyser des risques liés à ces impacts, des risques qu'on n'aurait pas forcément identifiés et des nouvelles opportunités. Et du coup, que l'identification de ces nouveaux risques qui, dans le business de l'entreprise, n'est pas forcément évident, permet à l'entreprise de se soucier des impacts qui ne sont pas forcément évidents à l'origine, quoi, et que la CSRD permet et qui n'étaient pas permises avant, quoi. Voilà, moi c'est mon. Ah, mais je veux pas. Je suis très loin forcément parce que à moitié en Amazonie et on considère que la nature est une personne et donc forcément la CSRD c'est juste une approche comptable d'une ressource. C'est pour ça pour moi c'est insuffisant, mais ouais. Voilà. Outillons-nous de l'ensemble de ce qui existe pour avancer. Alors Justine, oui, on vous enverra les ressources. Il y a Bénédicte qui nous dit que des études démontrent que pour pouvoir prendre soin de la nature, il faut avoir un contact direct et sensoriel avec elle. On en est convaincu, évidemment. Est-ce que tu as des exemples déployés en entreprise? On en a quelques-uns. Tu as envie d'en parler de quelques-uns, peut-être, France? Non, je pense que toi, tu es mieux placé pour répondre à cette question. Ouais. Nous, on a un outil qu'on utilise pas mal, qui est assez connu, qui s'appelle la marche du temps profond. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil pédagogique qui fonctionne très bien. C'est une marche pendant 3-4 heures dans la nature qui dure 4,6 km. Et sur les 4,6 km, c'est l'histoire de la vie sur Terre, enfin l'histoire de la Terre même d'ailleurs. Et chaque mètre représente 1 million d'années. Et c'est l'histoire de la Terre qui est comptée au travers de ces 4,6 km. Il y a vraiment un moment de reconnexion à la nature qui est hyper fort pendant ces marches-là, quoi. Donc voilà, Bénédicte, c'est un exemple parmi tant d'autres que je vous donne. Il est 13h, donc je vais passer et je vais te libérer, France, parce que tu as une longue journée qui t'attend. Juste quelques éléments pour approfondir l'ensemble des sujets. Je vous envoie dans le chat
des informations, donc le livre de Franz, La nature au travail, que je vous invite à lire, hein, qui est vraiment, vraiment passionnant. Je le remontre là, Merci. voilà. On a aussi notre prochain webinaire qui aura lieu le mardi 22 octobre à midi, où là, vraiment, on rentre dans le concret des entreprises. Et donc, c'est notre nouvelle série quand l'entreprise protège le vivant, où on invite Sophie Cucheval, qui est Chief Regeneration Officer chez l'entreprise OE, une marque de vin, et qui va nous raconter comment est-ce qu'elle, à travers leurs actions, ils protègent et ils régénèrent les sols. Voilà. Et puis, je vous en parlais juste au début de l'échange. On a notre réunion d'information sur notre atelier Suivez la piste du vivant demain à midi. Si vous voulez y participer, il y a le lien d'invitation. Et je vous partage enfin, et après, ça va être l'heure de se dire au revoir, les liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux et vous inscrire aussi, si vous voulez, à notre newsletter pour suivre toutes nos actualités. Merci beaucoup, Franz. C'était passionnant. Je vois qu'un Andrea ou Andreas était en train de taper, mais effectivement, je dois me déconnecter parce que justement, il y a en face de moi 200 personnes de la CET qui rentrent de leur marche temps profond, qui ont du coup les pores et les synapses ouvertes pour que j'aille leur raconter mes salades, comme j'ai l'habitude de dire. Donc, je suis désolé de vous quitter, mais n'hésitez pas à me contacter directement. Vous trouverez assez facilement mon contact. Vous demandez à Thibaut. Je suis au plaisir pour échanger plus en profondeur. Et merci encore, Thibaut. C'est très chouette de m'avoir invité, écouté, et c'est très chouette ce que tu fais. Merci beaucoup, Franz. Merci à tout le monde. Et puis, on vous enverra le replay et les ressources dans la journée. Très bonne journée. À bientôt. À bientôt. Salut.